bienvenue pour cette série d'émissions consacrée à la filière économique du sport français, organisée par La Tribune et le GIE France Sport Expertise. Alors le sport comme filière économique à part entière, c'est un sujet qui est au cœur du débat. Et considérer le sport comme un bien commun, c'est le sujet dont nous allons débattre avec Claude Revel. Vous êtes présidente du GIE France Sport Expertise. Oui, bonjour. À vos côtés, Cédric Messina, vous êtes PDG de MyCoach, une start-up française. Et en face de vous, donc Gérard Després, vous êtes PDG de l'Oxam. Claude Revel, peut-être d'abord commencer avec vous. Un GIE France Sport Expertise, pourquoi faire? Groupement d'intérêt économique, donc organisme privé d'entreprises, 35 entreprises, qui se sont groupées fin 2019 pour être plus fortes collectivement sur les marchés internationaux du sport et sur les grands événements sportifs internationaux, c'est-à-dire pour gagner des marchés en fait. Voilà. Et pour exercer une influence, aussi faire comprendre les enjeux du sport en France et à l'étranger. Et quand je dis sport, c'est toutes les palettes des savoir-faire liés au sport, que ce soit des services, des infrastructures. Ce n'est pas que l'activité sportive elle-même. Ce n'est pas que l'activité sportive elle-même, parce que derrière toute activité sportive, vous avez aussi une entreprise qui fournit les services, les infrastructures, les fournitures et le numérique nécessaire à l'exercice du sport. Un GIE parce qu'il y avait un trou dans la raquette, sans jeu de mots. Oui, c'est une bonne manière de dire. Absolument, les entreprises n'étaient pas représentées en tant que telles. Alors, il y a une filière économique du sport qui a été créée en 2015 et qui fonctionne bien avec un certain nombre d'organismes professionnels, etc. Mais les entreprises, en tant que telles, et en tant que force collective d'entreprise allant gagner des marchés, n'étaient pas représentées. Et donc, la filière besoin de se fédérer. Voilà. Et c'est la filière, d'ailleurs, qui a demandé la création de ce GIE, qui a donc fini par être créé fin 2019. Question un peu de curiosité. Pourquoi une entreprise comme l'Oxam va vers un GIE, France Sport Expertise? Oui, parce que l'Oxam, dans son domaine d'activité, apporte une logistique aux événements. On est plus connu pour les événements festifs, festivals, Fashion Week, mais aussi dans le domaine sportif. On fournit des matériels pour des représentations de rugby, pour un certain nombre de choses. On a une entreprise de logistique qui peut intervenir sur ce type d'événements à caractère éphémère. Et il faut qu'on fasse connaître notre offre, parce que la taille de l'entreprise, qui est une grande taille, est plus connue pour le domaine de la construction et moins pour d'autres. Donc pour nous, c'est une façon de mettre en valeur ce savoir-faire au service d'une autre activité. Et aller chercher des marchés? Et aller chercher des marchés, diversifier nos activités, faire connaître notre offre auprès de gens qui l'ignorent, parce qu'on est toujours déterminé par la nature principale de notre activité. On est très marqué construction, mais on a beaucoup d'autres activités. Donc c'est une façon d'être présent, notamment quand viennent des événements comme la Coupe du Monde de rugby en 2023, viennent les Jeux Olympiques en 2024. C'est nécessaire de faire savoir que l'on existe pour ça, qu'on a une offre qui est largement aussi bonne que celle d'autres entreprises qui peuvent être étrangères ou autres. Donc c'est un faire savoir pour lequel on est intéressé de participer avec d'autres, comme constituant d'une filière, pour répondre à ce que disait Madame Revel. Cédric Messina, quand on est à la tête d'une start-up, on est déjà visible parce qu'il y a la French Tech, parce qu'il existe déjà des sortes de groupements qui permettent d'être visibles à l'international, sur le national et à l'international. D'être avec d'autres prestataires sur un secteur comme ça, à quoi ça sert quand on est une start-up? Déjà, j'écoute avec plaisir un Gérard Després, et avant l'émission, il était là à me donner des conseils. Je crois que on n'a pas assez d'échanges, c'est ce qu'on voulait faire aussi. On parle souvent d'exister, chasser en meute, et on est d'accord. Tout à fait. Mais moi, j'ai ce souvenir de cette phrase d'Olivier Ginon. On était à Pékin, et il y avait un ministre du budget qui s'est dit il faut faire une filière, qui est aujourd'hui président de la République. Et c'est Olivier Ginon qui disait moi, j'ai atterri tout seul, c'était en 96, j'ai atterri à Sydney, je suis tout seul, pas de force diplomatique pour gagner l'appel d'offres des JO. Et je me suis dit plus jamais ça, et si on peut s'entraider au minimum, comme beaucoup de pays font, c'est ce qu'on fait. Ouais. Et quand j'entends Gérard parler, comme j'entends la BPCE, etc., c'est aussi ça. Gérard, c'est vous avez raison, j'avais gardé une certaine frustration lorsque la Ryder Cup avait été organisée en France, qui est un événement planétaire, les joueurs de golf, c'est mythique. Et là, les entreprises françaises n'étaient pas assez représentées. On n'a pas été vus, pas assez visibles, pas assez présents. Donc j'ai gardé, moi, cette frustration en disant, oui, une fois, mais pas deux.
pas d'eux, quand des grands événements arrivent, il faut quand même qu'on fasse savoir, qu'on se mette ensemble, qu'on puisse échanger, voir, ce qui est plus important, comment il faut aborder ce type d'événement. Parce que chacun de notre côté, c'est beaucoup d'énergie individuelle pour savoir qui il faut contacter, comment il faut le faire, comment on répond à un appel d'offres à l'étranger, quelle est la méthodologie, quel est le juriste. Si, tant soit peu, on peut mettre en commun des points qui nous sont communs, aussi bien My Coach, Cédric, que l'Oxfam, où on n'a a priori rien de commun, mais on s'aperçoit qu'on a des choses qui nous sont communes. Et si tant est, on peut même travailler déjà un peu ensemble sur des marchés nationaux. La connaissance, on ira 2 fois plus vite, on sera 2 fois plus efficace, on en a une offre bien meilleure. Donc c'est d'arriver à créer ça, parce qu'on n'est pas concurrent, mais je pourrais le faire aussi avec concurrent, que des mises en commun de synergie, des mises en commun de contacts, des approches de grands événements va nous permettre de franchir une étape et de faire reconnaître cette offre. Mais après, chacun est libre, ça reste une association d'entreprises privées. Chacun joue dans son camp. Je suis très admiratif de ce que fait Cédric, mais ce n'est pas mon domaine d'activité du tout, quoi. Est-ce qu'il y a besoin d'être d'abord bon sur son marché domestique avant de partir à l'international? Il faut être bon et avoir des références sur son marché domestique. Non, le marché domestique est une vitrine pour l'international. Politiquement, on parle d'équipe de France. Et souvent, on a eu cette chance d'être reçus. On a eu le beau patronage avec MyCoach et d'autres startups du ministère de l'économie. On a eu des échanges là-dessus. Et l'idée, c'était de se dire, si on pense équipe de France, ça se joue à 11 et pas à 200. Et c'est un choc culturel. Et notamment dans le numérique. Si on veut être compétitif, c'est un marché qui est souvent atomisé, avec des solutions qui se ressemblent. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Maintenant, il faut que ça se fasse d'une manière plutôt engagée, avec une vision commune. Et je vois votre baseline, c'est partageons l'économie. Nous, c'est pareil. Et si on peut être efficace, accélérer les modélisations, bien entendu qu'on ne comparera pas un modèle embryonnaire qui est le numérique de la filière sport, de celle d'une filière comme la sienne ou comme celle de l'événementiel. Mais en tout cas, c'est de ces échanges qu'on sortira tous grandis. Pour être bon, on est obligé d'être bon. On ne réussit pas, ni en France, ni à l'étranger. La question, elle est obligatoire. Il ne s'agit pas d'avoir un passe-droit sur quoi que ce soit. Mais on a besoin d'expérience, parce que plus vous avez d'expérience, plus vous vous améliorez. Si on n'a pas assez de possibilités d'avoir des expériences sur des petits événements, qui peuvent être régionaux, qui peuvent être nationaux, il sera très difficile de faire valoir une performance au niveau international. Donc, on a besoin d'avoir des événements à notre portée quand quelqu'un débute, puis ensuite gagner en expérience pour aborder plus difficile, plus lourd, plus important. Donc effectivement, l'importance d'être sur des événements vous aide à gagner l'événement suivant. C'est ça qui est très important aussi, quand on va dire donnez-nous le pied à l'étrier, qu'on puisse faire nos preuves, parce que quand vous avez vos preuves, c'est quand même plus facile. Les gens qui organisent des événements ont une responsabilité, ils ont besoin de ça. Donc ça part de d'autres. Oui, il faut être bon et il faut nous donner la chance de prendre de l'expérience, affiner nos logiciels, affiner notre technique, affiner beaucoup. Voilà. Avec des réussites objectives. Parce que c'est les critères objectifs qui doivent prendre le dessus. C'est du chiffre d'affaires, de l'engagement, de l'emploi. Je crois que c'est ces échanges-là. Là, c'est hyper factuel notre manière d'aborder les choses. Je crois que là, on en parle. D'ailleurs, c'est un débat qui s'ouvre là à l'instant T. Mais si on parle de la souveraineté numérique qui est au cœur des élections, clairement, cette souveraineté, c'est aussi un choc culturel. On parle souvent du syndrome de Stockholm numérique. C'est-à-dire que dès qu'il y a un anglo-saxon, il est forcément meilleur. Et c'est grâce à la légitimité, les échanges qu'on peut avoir ensemble. Le syndrome de Stockholm n'est pas que numérique, hélas. Il est dans plein d'autres secteurs économiques. Mais enfin, c'est vrai dans le numérique, oui. Est-ce que la filière elle-même, vous voulez faire reconnaître le sport comme une filière économique à part entière? Est-ce que le politique aussi est dans cette dynamique-là? Ou est-ce qu'il faut vraiment prendre son bâton de pèlerin et aller frapper à toutes les portes et expliquer tout ce qu'on se dit là, c'est-à-dire tout l'impact qu'il y a sur les territoires, en région, pas que à Paris évidemment, mais aussi ce qui est à l'international et aussi une certaine image de la France. Alors j'allais dire c'est dur en même temps. Historiquement, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire il y a eu quand même une volonté politique en 2015 de créer de la filière, et c'était pour ça, pour faire reconnaître l'économie du sport, les entreprises du sport, etc. Voilà. Ensuite,
c'est toujours, c'est bien, il y a des grandes déclarations, puis après, il faut les mettre en œuvre. Voilà. Et aujourd'hui, on est effectivement dans la situation... Aujourd'hui, on a la concrétisation de ce qui a été... mais la concrétisation, mais pas assez, justement. Il faut toujours remettre sur l'ouvrage, la table sur l'ouvrage, comment on dit. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, on est quand même dans la situation où il faut réexpliquer, notamment, on va le faire, nous, à tous les candidats. On a fait 32 propositions qu'on va lancer très prochainement auprès de tous. Bon, on ne va pas les détailler là, mais pour faire reconnaître le sport comme secteur économique, comme aussi secteur diplomatique, je dirais à part entière, enfin, à l'intérieur évidemment de la diplomatie française, bien entendu, hein, et dans le cadre aussi, faire reconnaître que, ce que disait tout à l'heure Gérard Després, il y a quand même une concurrence, les autres se réunissent, il y a une concurrence internationale, mais vraiment féroce, quoi, comme dans plein d'autres secteurs, et personne ne l'imagine dans le sport, on imagine que c'est gentil, tout le monde sait, mais c'est pas vrai du tout, c'est tout le contraire. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une doctrine des pouvoirs publics sur la question, sur comment on accompagne le sport, marché domestique et marchés internationaux. J'aimerais bien qu'on aborde vraiment le sujet justement de la diplomatie. Oui. Le sport comme vecteur diplomatique, comme diplomatie économique. Oui. C'est vrai qu'on l'a peut-être fait de manière artisanale jusqu'à présent. Il vaut mieux le structurer aujourd'hui ? Oui, il faut certainement mieux le structurer. Alors concrètement, ça veut dire qu'il faut que dans la plupart des grandes ambassades, ce qui est déjà un peu le cas, hein, mais pas partout, il y ait un référent sport, c'est-à-dire qui s'occupe vraiment de promouvoir les entreprises françaises dans le sport, qu'il y ait une véritable proximité. Et ça, c'est souvent le cas. Nous, on travaille beaucoup avec les ambassadeurs et ils font la plupart du temps extrêmement ouverts. Mais aussi, il faut se fixer des objectifs. Voilà. Il faut se fixer des objectifs. On va tout mettre, mettons, sur tel grand événement sportif, sur tel autre. Enfin, je ne vais pas en citer là, mais il y en a un certain nombre. Et là, on va tout faire dans l'ordre, en termes, je dirais, d'intelligence économique, si vous voulez, l'information très en amont. Très en amont. Ensuite, les contacts très en amont. Après, les entreprises arrivent, commencent à prendre des contacts elles-mêmes et puis ça se déroule comme ça. Ça se structure vraiment longtemps à l'avance. Ça se structure longtemps à l'avance et l'outil diplomatique, il est très important de la même manière que je disais les Britanniques, mais aussi les Américains, etc. Ils font ça très en lien. Je ne parle pas financier, hein, je parle en lien d'accompagnement, de soutien, d'information, etc. avec leur pouvoir public. Oui. Je dirais, le pouvoir public, il peut avoir un poids d'entraînement. En France, on s'est très bien organisé de grands événements sportifs, que ce soit le Tour de France, que ce soit des JO, que ce soit, je l'ai cité tout à l'heure, pour la Ryder Cup. Il y a un savoir-faire, le pays se présente très bien pour ça. Ce que les pouvoirs publics pourraient s'obliger à ce qu'il y ait régulièrement des Coupes du Monde qui soient organisées en France. Peu importe le sport, qu'il y ait régulièrement des Coupes d'Europe, qu'il y ait un effet d'entraînement que chaque année, il y ait quelque chose qui se passe, un grand événement qui puisse avoir lieu, de façon à ce que les entreprises gardent leur savoir-faire, restent up-to-date dans le savoir-faire, et dès lors, après, ça sera beaucoup plus facile d'expliquer à d'autres que l'on peut le faire. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il faudrait juste avoir un calendrier qui soit un peu conscient en disant, allez, il y a une Coupe du Monde à prendre, dans le rugby, il y en a une dans les JO 2 ans plus tard, il y en a une quelque chose, et donc là, on aurait un effet d'entraînement de filière qui serait très bien. Et après, ça faciliterait encore davantage le fait d'exporter ce know-how dans des pays qui ne l'ont pas ou qui n'ont pas encore cette expérience. On pense notamment à l'Afrique qui a besoin d'organiser aussi des Coupes du Monde, qui a besoin aussi d'avoir une place, mais qui n'aurait peut-être pas ce know-how ni les entreprises pour le faire, mais qui permettrait à ce moment-là de dynamiser une filière de ce côté-là. Donc oui, les pouvoirs publics sont plus d'avoir un effet entrepreneurial en s'obligeant à dire, voilà, allez, on soutient quelqu'un qui va faire un projet pour une Coupe du Monde de hockey, je ne sais pas, mais il nous en faut. Voilà, il faut que notre calendrier, notre agenda soit rempli. Que je m'oblige que, pas dans les 2 prochaines années, c'est trop tard, mais dans 5 plus 10, il y en a un certain nombre qui sont. Donc là, il y a un pouvoir. Et ça ne coûte rien, sauf une volonté politique de marquer. Et ça peut suffire comme point de départ pour créer cet effet d'entraînement. J'ai envie de poser la question à Cédric Messina. MyCoach est présent à l'international. Vous faites beaucoup de choses aussi en Afrique notamment. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que vous y êtes allé tout seul, aller ensemble ? Est-ce que finalement, d'être allé tout seul, peut-être parfois, ça donnait des pistes pour y aller ensemble ? C'est compliqué dans le numérique parce qu'en même temps, il faut être hyper vigilant. Et je crois que c'est Peter Thiel qui dit que si on n'a pas 60-70% de son marché domestique, c'est compliqué de... Partir à l'international. Il a des bonnes références, Cédric. Il a toujours des bonnes références. Bravo. Parle de ça par rapport à Palantir. C'est ça. Et Facebook. Non, mais il est actionnaire. Mais il est actionnaire, peu importe. Non,
L'idée, c'est qu'on a des demandes et on s'est retrouvé avec l'association Peace and Sport. On a développé en fait, Absolument. par nos outils de contenu, on s'est retrouvé. C'est une ONG pour une ceux ONG qui ne suivraient pas par l'ONU. Sport, Et on fait partie des 5 programmes retenus par l'ONU. Et souvent, je prenais cet exemple. On s'est retrouvé dans le plus grand camp de réfugiés au monde à Zaatari, en Jordanie, à digitaliser tout le camp avec des exercices pour des gamins. Donc retenus par l'ONU, des gamins, la plupart orphelins, c'était des moments magiques, l'application existe. Du coup, on a fait la même chose dans les favelas à Bogota. Et souvent, je me dis, on a plus de réussite à l'international que chez nous, où il faut à chaque fois qu'on remette une couche pour exister. La véritable problématique que je vois dans le numérique, c'est que c'est souvent l'absence de vision. C'est-à-dire que les étrangers sont souvent sur des décisions hyper rapides, en se donnant le temps d'en créer les usages. Et nous, on est sur un système inversé avec des décisions lentes, faites d'appels d'offres, de mise en concurrence, et avec des objectifs rapides. En fait, moi, je passe du temps et je m'engage, notamment pour faire comprendre que les enjeux du numérique, contrairement à ceux de l'économie classique, sont comment éviter en 2030. Les JO vont être un reflet, mais si on rate ce cap-là, 2030, je dis souvent le scénario catastrophe, je vous vois sur votre iPhone, je prends l'iPhone, en l'occurrence, je fais du vélo avec mon Strava, j'ai mon GPS de mon enfant catapulte anglo-saxon qui donne les datas, notamment sur Google, et qui en fait crée tout un écosystème qui ne nous appartient plus. Et en l'exprimant comme ça, c'est ce qu'on a raté dans les années 2000 au sujet d'Amazon et du B2C. Là, évangéliser à travers le GE, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, MyCoach, effectivement, on parle de développement à l'international, mais on pourrait être beaucoup plus rapide. On a une fédé sur 3, une centaine de clubs professionnels. Comment ce produit-là devient un produit quasi étatique et on va beaucoup plus loin et ça évite de nous faire perdre du temps. Et c'est comme ça qu'on s'exprime. Souvent, dernièrement, puisqu'on est là et on se dit les choses, on vient de gagner l'appel d'offres de la Fédération française de football. Bon, un des actionnaires, c'est le capitaine de l'équipe de France, on bosse déjà avec eux, et je les remercie de cette confiance, mais on est passé par 3 mois d'appel d'offres où la direction générale était obligée de se justifier. Donc on est vraiment rentré dans le moteur, la mécanique de MyCoach pour justifier le choix de MyCoach face à 2 étrangers. Alors, c'est louable, c'est très bien, ça légitime ce choix-là, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la Fédé italienne ou le comité olympique américain se disent je vais demander ce passage-là pour la solution américaine. On est plus dans un choix automatique. S'ensuit les déclarations de Joe Biden il y a quelques jours, qui s'est dit aujourd'hui la souveraineté, pour eux, c'est dans leur ADN. Et je crois que ce France Sport Expertise, c'est aussi de s'appuyer sur des leaders qu'on peut avoir, des grands groupes, et nous d'être dans cette filière-là et de se dire, voilà, si vous voulez vraiment qu'on fasse émerger une puissance économique française, c'est de manière de nous rendre ces modèles économiques hyper audibles. Vous ne vous rendez pas compte, mais quand la France est championne du monde en 2018, c'est quasi 1,7 de croissance automatique. Quand elle était championne de France en 98, on est monté dans les 6 mois qui ont suivi 6 points de croissance. C'est incroyable. Donc le sport aujourd'hui doit être vu comme un véhicule économique de croissance et non pas comme un enjeu média ou... Mais finalement, il fait partie quelque part aussi d'un plan de relance alors, parce qu'on est en train de courir après les points de croissance. On compte sur Claude et pour militer là-dessus. Vous doit être au cœur sur les membres, absolument. On peut arriver à créer des types de clusters comme ça, qui sont des filières d'excellence. Dans ce domaine-là, tous les pays ne peuvent pas y prétendre. Vous avez cité, on cite beaucoup les États-Unis, on cite beaucoup l'Angleterre. Oui. La France a une légitimité à y prétendre. Les entreprises sont aussi capables que les leurs. Tous les pays ne pourraient pas prétendre à ça. Donc pourquoi pas en faire une sorte de filière, comme ça peut exister, des filières dans le luxe, comme il existe. La France, par sa géographie, par la nature des sports, par déjà les événements qu'elle organisait, elle peut légitimement prétendre à ce genre de choses. Donc oui, à un moment donné, il faut y aller. Et quand on a 2 événements comme ça, c'est un tremplin formidable. Et ce serait l'héritage de ces 2 événements mondiaux que de savoir transformer ça et dire, bon d'accord, c'est bien, vous avez le pied à l'étrier pour 2023-2024, 2030, on doit vous retrouver. On doit vous retrouver, il y a une émulation. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres entreprises, on a des concurrents qui sont aussi bons que nous. Et ça fait partie de l'émulation. On ne craint pas la concurrence. Et on a besoin de cette
plateforme. On va y venir à la concurrence, justement. Je voudrais juste entendre Madame Revel sur ce point-là. Oui, parce que Gérard Després a cité, parlé du mot héritage, justement, et c'est un mot extrêmement important. Absolument. Et bon, l'héritage, mais il y a aussi une dimension d'héritage qui est importante, c'est celle de la dimension normative et des bonnes pratiques. C'est-à-dire que les entreprises françaises respectent un certain nombre de bonnes pratiques. D'ailleurs, pour entrer au GIE, il faut signer un certain nombre de choses. Ah, mais c'est vrai, hein, c'est un label. Tout le monde est prêt à le faire. Oui. Non, mais voilà. Et donc, il y a un certain nombre de bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale, en matière de qualité technique, en matière de sociétale, etc., si vous voulez, qui font aussi partie de l'héritage qu'on souhaite ensuite, comment dire, un peu normativer, si j'ose dire, vous voyez. Parce qu'actuellement, on a des normes dans le sport qui sont des normes d'origine britannique. C'est très bien, bravo, très bien. Mais enfin, ça serait intéressant qu'on ait des normes d'origine française quand même, parce qu'on n'est pas plus mauvais et on sait aussi travailler selon certaines méthodes qu'on peut promouvoir. Je voudrais donc revenir sur la concurrence. Finalement, je reviens un peu à l'exemple que vous donniez. On a souvent l'impression que d'aller chercher un acteur ou une entreprise étrangère, c'est un peu un label. On dit c'est bien, finalement, on va chercher ailleurs. Voilà, les Américains sont peut-être mieux perçus qu'une solution française. Cette concurrence française, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'être aussi compétitif que ça? C'est se décomplexer, clairement. Donc ça commence par soi-même. Oui, déjà il faut se décomplexer, prouver qu'on peut arriver à être à la hauteur des anglo-saxons notamment. On est au niveau compétitif, on est parfaitement compétitif. Voilà. Il y a la réalité, puis ils sont parfaitement, exactement. Vous êtes parfaitement compétitifs en matière de savoir-faire, de qualité, etc. Là, je n'ai aucun doute sur la question. Enfin, c'est reconnu d'ailleurs. C'est dans la tête peut-être de certains d'entre eux, mais surtout des décideurs, souvent des pouvoirs publics, quoi. Mais c'est la même chose quand on s'adresse à des cabinets étrangers parce qu'on pense qu'ils sont meilleurs que des cabinets français. C'est pareil, c'est la même chose. Là, il faut se dire que les Français ont une qualité intrinsèque. C'est pas parce qu'ils sont français qu'ils sont moins bons que les anglo-saxons. Ouais, parfois, au contraire. Il faut des exemples. Simplement, c'est notre faute. On ne s'est pas assez promu, on n'a pas assez montré la qualité du modèle, la qualité des modèles français. Donc c'est ce qu'on fait aussi au GIE. C'est un temps dans lequel, c'est une raison pour laquelle on s'investit tous. Ouais, ça fait longtemps, hein. Mais enfin bon, on va essayer. on va continuer. Il faut de l'endurance. C'est un sport d'endurance. Voilà. Pour expliquer des choses factuelles, on a été retenu il y a maintenant 1 an et demi parmi les 7 startups de l'UEFA et on a créé un produit en commun avec l'UEFA. Et quand j'expliquais ça à une fédé, je leur expliquais, vous savez, on a été retenu, il y avait 80 startups du monde entier qui sont venus sourcer, on a pitché, etc. Et on a fait partie des 7. Et en fait, je rigolais parce qu'en faisant cet exercice, j'avais tout le monde qui était étonné, en fait, en face de moi. Et je crois que c'est ces mini-exemples de réussite où on est tous fiers. En fait, moi, je suis hyper fier de voir l'Oxam gagner les marchés, GL Event, Decathlon, on peut tous les citer. Hein. Nous, on n'a pas peur de citer les marques françaises. Et en fait, c'est ce sentiment en fait, patriotique qui va faire que les bons exemples, en fait, soient mis en avant et en valeur. Exactement. Et plus on le fait avec le sourire, tout à l'heure, avant de préparer l'émission, on était tous les deux en disant optimisme, réalisme, contrairement à idéalisme et pessimisme. Alors, on parlait de ça. Mais c'est notre cas. C'est-à-dire que les réussites qui vont s'additionner vont faire la force du collectif. Oui, il y a un peu un effet d'entraînement, finalement, de voir quelqu'un réussir. C'est ça. Il faudra. Beaucoup. Oui. Mais il y a le mouvement politique. Et la mutualisation de tout ça. Il ne faut quand même pas passer à côté dans la profession de foi du président qui a évoqué la souveraineté numérique au cœur même du programme. Donc c'est un début de changement qui doit maintenant rentrer dans toutes les composantes en fait, de l'administration. Il y a une partie... Comme tu dis, c'est bien. Il y a une partie de notoriété qui va jouer, si vous voulez. Si les startups, vous les avez au CES de Las Vegas, si vous cherchez une start-up, vous allez chercher vos références à Las Vegas. Dès lors que vous avez une vitrine et que vous montrez, tel que le fait Vivatech, que vous avez des start-up en France qui a une vitrine, ça prend une autre allure. Les gens reprennent confiance, ils le font. C'est normal qu'on aille chercher quelqu'un qui a déjà l'expérience ou qui soit préconnu, parce que ça aide. Donc il nous faut des éléments tremplins comme ça. Au CES de Las Vegas restera le CES de Las Vegas, mais Vivatech existe aujourd'hui. Je prends le domaine qui n'est pas le mien, qui est vraiment le vôtre, mais ça redonne confiance et on va piocher. Et moi-même, entreprise française, j'ai fait les deux, mais on va voir chaque année. À Vivatech, je ne vais pas chaque année à Las Vegas. Donc, dans notre domaine, lorsqu'un événement qui était fait avec des entreprises qui sont étrangères, elles bénéficient de cette aura et de ce savoir-faire.
dès lors qu'on peut participer, dès lors qu'on est remis en valeur et qu'on peut avoir confiance, les gens vont prendre confiance qu'il y a des entreprises françaises qui peuvent le faire et qui savent le faire. Et on n'est pas loin de l'arrivée. Il nous manque une petite dimension, il nous manque une marche. Voilà. Et la marche, on compte bien la prendre dans les 2 prochaines années, qui se produit par la création du GIE en ce qui concerne les entreprises, par faire savoir ce dont on a besoin, faire savoir qu'on peut arriver et ayez confiance, donnez-nous des événements et vous allez voir. On ne demande qu'à développer nos entreprises, on ne demande qu'à les exporter, on est prêt à faire, on n'est pas cantonné et on est prêt à aider par rapport à ça. On veut avoir notre chance. Voilà. Alors peut-être une question qui fâche, est-ce que la solution, c'est d'avoir finalement une souveraineté française ou une souveraineté européenne? Pendant la crise, on a beaucoup parlé d'une réponse européenne à la crise en termes d'industrialisation. Est-ce que c'est la même chose avec le sport ou est-ce qu'il faut rester français ou est-ce qu'il faut être européen? Cédric Messina. Moi, je vais vous dire qu'il faut d'abord la première étape, c'est que la première étape, c'est la souveraineté française. Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que pas faire l'un sans avoir fait l'autre. On parlait déjà qu'on a une problématique de centralisation. Le sport est hyper centralisé par rapport à d'autres secteurs. C'est-à-dire que les fédés sont à Paris, le ministère, etc. Donc c'est déjà réussir. Il faudrait que ça influe dans les territoires. Non, mais il faut déjà faire rayonner une filière digne de ce nom. Ça, c'est la première étape. Et de cette filière derrière, arriver à composer une souveraineté européenne. Donc pour moi, elle se fait mécaniquement par strate. Par étape. Gérard Després, vous pouvez être bon quand vous êtes déjà bon chez vous. Donc il nous faut déjà un petit peu des preuves pour asseoir le savoir-faire sur une autorité. Et après, ça se dépassera, obligatoirement. C'est pas opposition. Si moi, je me marie avec un Anglais pour pouvoir arriver, je le ferai volontiers. D'abord, en Europe, on est très très proche. Non, mais aujourd'hui... L'Angleterre n'est plus dans l'Europe. Hein. Écoutez, d'un certain point de vue politique, mais d'un point de vue géographique et de civilisation, je me sens assez proche des Anglais. Et puis, j'ai aussi des intérêts en Angleterre, comme je disais. Alors, donc, moi, je ne suis pas... Chacun gère ses intérêts, mais je ne suis pas des intérêts économiques. Les Anglais sont, pour moi, aussi proches que les Allemands. Il y a 50 km. Je vais à Londres avec plaisir, comme je vais à Madrid. Ce n'est pas mon affaire, cette affaire-là. Donc, oui, si je peux trouver... D'abord, j'ai plus facilement des affinités avec d'autres Européens que je les ai avec des personnes d'autres civilisations, en connexion, en droit, en matière de contrat, en matière de langue. C'est quand même assez plus facile de travailler. Donc, on commence par un endroit, puis ensuite, on élargit. Voilà. Donc on élargira très volontiers à l'Europe. C'est aussi des marchés pour nous. Madame Ravel. Moi, je suis d'accord avec ce que viennent de dire Cédric et Gérard Després. Et j'ajouterais que dès qu'on parle de souveraineté, il faut faire attention à ce que le verbe ne remplace pas l'action, vous voyez, parce que c'est un mot qui plaît beaucoup, qui est très à la mode maintenant. Ça fait encore que, moi qui l'utilise depuis très longtemps, mais il y a encore que 2-3 ans que vous étiez considéré comme un affreux protectionniste, enfermiste, enfin tout ce que vous voulez dire, repli, machin, etc. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Il ne faut pas que le verbe cache l'action et que ça retombe derrière, si vous voulez. Voilà. C'est bien beau de dire c'est donc, essayons déjà, concrètement, pas par pas, de construire une souveraineté française, ce qui n'empêche pas de coopérer avec les autres, au contraire, parce qu'on est plus autonome, on peut mieux coopérer avec les autres, puis après on s'occupera de la souveraineté européenne. Mais faisons d'abord la française. On ne demande pas à refermer, on demande d'abord de ne pas être exclu. Voilà, c'est l'inverse, on demande d'être ouvert, on veut rentrer dans le jeu. Et la coopération va très bien avec la concurrence, contrairement à ce qu'on croit, et avec la souveraineté. Parce que quand on est souverain, on est autonome, quand on est autonome, on est beaucoup plus libre et beaucoup plus fort, et donc on coopère encore mieux avec des partenaires. Si je vous posais une question à tous les trois, quel serait le levier que vous souhaiteriez activer pour que la filière soit vraiment reconnue à part entière comme une filière économique, à l'instar de l'industrie, de l'agroalimentaire ou d'autres choses? Moi, je pense qu'il y a 2 leviers importants. Un levier domestique, et par la commande publique, on n'en a pas parlé, mais enfin voilà, c'est quand même très très important, parce que l'État et les collectivités territoriales sont très importantes dans le sport, ont un rôle à jouer très important. C'est pas que ça, hein. Je dis pas qu'il y a que ça, mais c'est un levier. Ça en fait partie, oui. Et c'est un levier, parce que du coup, c'est un levier. Et le levier diplomatique aussi, qu'on a parlé tout à l'heure, considérer que le sport, on le dit, hein, mais vraiment le faire, que le sport est un élément formidable de soft power. Je signale qu'il y a la semaine prochaine à Londres, bien entendu, il n'y a aucun Français dans le panel, un grand événement sur le soft power, le ranking de soft power, et cette année c'est sur le sport,
voilà, organisé par des Anglais, avec des gens de Dubaï, etc. Ils n'ont pas considéré que la France elle était à un rang assez bas en matière de soft power. Ce qui, à mon avis, est faux, si vous voulez. On a quand même beaucoup Ça plus, veut juste dire qu'il faut le mieux le faire savoir. Mais exactement, il faut le faire. Il faut travailler sur le fond, et 2, sur le faire savoir, puisque comme tout le monde sait, les classements ne sont que des rassemblements de critères. Et quand on choisit les critères, quelque part, on détermine le classement derrière. Voyez, voilà. Donc on a un très gros travail à faire dans ce domaine-là d'influence. Voilà. Moi, je dirais que la forte médiatisation des événements à venir puisse permettre à cette filière d'apparaître comme une filière d'inclusion sociale. Parce que clairement, le sport aujourd'hui doit être vu comme un outil, un moteur d'inclusion sociale, comme un moteur de féminisation, comme un moteur, pour moi, de changement, notamment en termes de sport santé. On l'a vu avec les projets d'une heure par jour ou une demi-heure par jour dans les écoles. Voilà, c'est le sport pas simplement vu comme un levier de résultat ou de médaille, mais plutôt comme l'émergence d'un moteur à un changement sociétal. Oui, c'est un système, un modèle et un système. Le sport, c'est très exigeant, c'est de très haut niveau. On va commencer par les sportifs eux-mêmes, ce qu'ils peuvent faire en diététique, ce qu'ils peuvent faire en technologie, ce qu'ils peuvent faire en numérique, c'est considérable. Développer une filière du sport, c'est aussi toute une économie. Il y a des coachs, il y a des entraîneurs, il y a des stades, il y a du volume, il y a beaucoup de fonds, d'infrastructures, et c'est assez local qui plus est. Et c'est pour dynamiser d'autres activités numériques. Il n'y a pas que faire des voitures hyper pointues. Dans le sport, il y a des choses très pointues qui se font. Donc c'est une économie du sport qui dépasse juste derrière un sportif, derrière même un seul tennisman, il y a combien de personnes qui travaillent derrière. Et mettre ça en avant, le promouvoir et même de s'en servir comme promoteur pour d'autres, c'est véritablement même exportateur, ce genre de choses. Il faut que ça soit mieux compris. On ne regarde que le sportif, mais on oublie derrière le sportif toute l'économie du sport qui est derrière ça. Et c'est là-dessus que si les gens en prennent conscience, c'est presque gagné pour nous. Merci à tous les trois, c'était passionnant. Et on pourra voir peut-être d'ici, après les JO, ce que ça aura donné. Voilà. Et voir si la filière française du sport est reconnue en tant que telle. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.